je crois qu'il se trompe d'énergie, puis il se retrouve de plus en plus en retard d'une guerre énergétique, en ce sens que dans les années 70, la France faisait encore partie des pionniers parmi les chercheurs sur les énergies renouvelables. Maintenant, ils sont sérieusement à la traîne. Puis ils commencent à s'y remettre un peu, parce qu'ils voient bien que ça avance extrêmement vite à la dimension de la planète, partout ailleurs qu'en France. Juste pour dire, actuellement, on estime qu'il y a des éoliennes, des grandes éoliennes, installées pour l'équivalent d'une centaine de réacteurs nucléaires. C'est pas rien. On peut pas dire que ce sont des gadgets, des amusements. C'est une énergie renouvelable mature, puis qui avance très vite, qui s'installe très vite, et le retour sur investissement est aussi rapide, donc les investisseurs sont bien plus intéressés de ce côté-là. Puis un dernier point avec les énergies renouvelables, c'est qu'elles bénéficient d'une large marge d'amélioration dès maintenant. Alors que la France a aussi un projet complètement délirant qu'on appelle ITER, ce serait d'arriver à la fusion nucléaire plutôt qu'à la fission, comme dans les centrales nucléaires. Puis pour arriver à la fusion, il faut atteindre des chaleurs qui sont l'équivalent de celles qu'on trouve au cœur du Soleil. Il n'y a aucune matière physique qui peut contenir une telle chaleur, donc il la contiendrait dans une sorte de champ magnétique hyper puissant, mais le tout quand même dans un bâtiment, un immense, une cathédrale, qui sera très vite, après une expérience de quelques secondes, qui sera complètement saturée de radioactivité. Et puis presque tous les scientifiques disent que c'est une folie, ça ne marchera jamais. Ça prend toujours beaucoup plus d'énergie pour arriver à la chaleur du cœur du Soleil que ce que ça peut en produire. Puis si jamais il y avait un début de succès, ça leur prendrait encore 50 ans pour installer une filière industrielle de la fusion nucléaire. Mais on peut se poser la question de quoi aura l'air notre planète dans 100 ans. Ça se peut qu'elle soit vraiment abîmée. C'est maintenant qu'on a besoin de solutions, pas dans 100 ans. Et elles sont là, les solutions. Ce sont les économies d'énergie, les renouvelables. Il s'agit de vouloir aller sérieusement vers là et d'accorder des budgets en conséquence, des encouragements à installer des systèmes renouvelables. Et ça peut changer la donne très, très vite. Mais pour ça, il faut être assez raisonnable dans sa tête, et ce n'est pas le cas des autorités françaises d'un bout à l'autre du spectre politique, excepté pour les écologistes et quelques partis de la gauche radicale, qui sont tous très, très, très pro-nucléaires, les représentants des partis majeurs. Fait que la situation est bloquée quelque part pour le moment. I imagine that you have a larger international perspective since you are originally from Canada, right? Mm-hmm. Why did you come to Europe? Justement pour rejoindre la famille internationale qui a une vision écologiste et pacifiste de l'avenir. C'est un peu, quand je dis c'est ma famille internationale, ce sont des gens avec qui je me sens bien, avec qui je travaille sans arrêt. Je suis sans arrêt dans ces milieux-là à préparer des actions, à les vivre, si bien que ça fait 13 ans que je suis pas retourné dans mon pays d'origine, le Québec, et j'arrive pas à sentir le mal du pays. Je suis toujours prêt à aller explorer un peu plus loin, mais autant je me sens bien avec cette famille internationale, autant le monde ordinaire qui consiste à toujours gagner plus pour dépenser plus, ce monde-là m'ennuie profondément. Donc je m'arrange pour surtout passer ma vie dans des milieux alternatifs de la sorte, ou pour être chez moi dans un coin de campagne en montagne assez isolé, où tu peux faire ton jardin et couper ton bois de chauffage, mais sans tomber dans les pièges de la consommation. Si bien que j'ai besoin de peu d'argent, je peux dire que je me sens riche de tout ce dont j'ai aucune envie. Puis il y a tellement de choses qu'on nous offre qui sont pour moi inintéressantes que j'ai pas de mérite. C'est une démarche dans d'autres directions, tout simplement. Maybe the last question. What can we learn from the American continent, USA, Canada, concerning energy? Or can they learn something from Europe? Je pense que le pire mauvais exemple est d'abord venu de là, avec ce qu'on a appelé de American Dream, qui a été transcrit en France par les 30 Glorieuses. C'était les 3 décennies d'après la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait eu beaucoup de morts, beaucoup de destruction, où il y avait beaucoup de choses à reconstruire, avec un progrès très rapide de nouvelles technologies. Donc tu passais ton temps à acheter des trucs et à les changer pour acheter le truc plus récent.
Puis ça, c'est un jeu qu'on peut pas jouer très longtemps, en fait. Et donc, tout ça se faisait dans une orgie de consommation d'énergie parce qu'on croyait que c'était là pour nous, puis qu'il y en avait en quantité inépuisable, puis qu'il fallait puiser dans le tas sans se gêner jamais. Puis ça servit de modèle pour la Terre entière, l'American Dream. Moi, je dois dire, quand je vois à quel point les gens boivent du Coca-Cola ici, ça me décourage un peu parce que passer d'un Big Brother à l'autre, je vois pas l'intérêt. Trouvons notre propre colonne vertébrale et passons-nous des produits bas de gamme qui nivellent la planète entière actuellement, puis on risque de se faire un monde plus intéressant et plus valable aussi. Mais je dirais que de ce point de vue-là, les États-Unis, le Canada aussi sont allés, on pourrait dire, le plus loin qu'ils pouvaient dans le sens du pire. Et ils commencent à en revenir un peu eux-mêmes. Donc, il y a de nouveaux mouvements pour la décroissance, même aux États-Unis. Puis là, on peut supposer que Obama va arriver à être quand même un peu moins con que Bush, puis qu'il va prendre d'autres directions. On peut espérer encore, au jour d'aujourd'hui, dans 5 ans, on va peut-être encore être très déçus, mais il y a des envies de rectifier. On pourrait dire qu'on en est... on est au temps encore des vœux pieux. On sait qu'il faut qu'on change nos styles de vie, nos modes de consommation, etc. On le sait très bien, mais on n'est pas prêt à le faire parce qu'on a des tas d'habitudes faciles dans lesquelles on est installé. Et quelque part, ça nous prend des changements de cap assez radicaux, puis on a de la difficulté à les faire. Puis moi, je dis toujours, dans la vie, on change de gré ou de force. Puis si on change de gré, de force, ça fait plus mal. Puis si, par intelligence, on réussit à régler les problèmes un peu plus en amont, on change de bon gré et ça se passe mieux et avec beaucoup moins de souffrance. Puis un petit exemple pour illustrer ça, c'est les déchets, la production de déchets. Les vraies solutions sont en amont. Imaginons sont au début de la chaîne. Imaginons qu'on créerait une surtaxe proportionnelle au suremballage. C'est-à-dire que les compagnies, les industries, plus ils suremballent, plus ils payent cher de taxes. Ils comprendraient très vite, puis du jour au lendemain, on verrait beaucoup moins d'emballage. Après, ça prend une éducation du public. Boycotter les trucs suremballés, c'est facile à faire. Mais il y a des tas de choses en France que j'achète pas parce que c'est suremballé. Un point, c'est tout. Puis je pense que le boycott a une force particulière, une puissance tellement grande que même les militants ont peur du boycott parce que ça sous-entend de traiter avec notre propre affectif aussi et de le convaincre que des choses que même si elles nous tentent un peu, ça vaut le coup de s'en passer parce que sinon on encourage un monde de merde qui nous embête à la fois. Par exemple, le monde des supermarchés, si on n'aime pas ce que ça dégage, on n'y va pas. Ça se débrouille pour y aller de moins en moins. Puis on achète à la bio-coop ou au petit marchand du coin, sur le marché du samedi matin. Et en France, il y a de nouveaux mouvements qu'on appelle des AMAP. C'est des connexions directes, des filières directes entre producteurs, généralement bio, et consommateurs. Donc, ils enlèvent tous les intermédiaires. Et oui, c'est formidable, et pour le producteur et pour les gens, parce qu'ils ont accès à du vrai frais de qualité, et le producteur, il sait déjà qu'il y a des clients assurés pour tous les prochains mois, il peut produire en conséquence. C'est un autre monde. Il faut qu'on se révolutionne dans la tête pour arriver à incarner des choses vraiment différentes. Même chose au point de vue des banques, les banques éthiques. Il y en existe 1 ou 2 petites par pays, mais c'est peu connu encore. Une banque éthique, c'est une banque qui s'engage à ne jamais investir dans aucun projet qui soit destructeur de l'homme ou de son environnement. Puis au bout de l'année, leurs comptes sont transparents. Ils nous montrent tout ce dans quoi ils ont investi pendant l'année. Puis il n'y a que les banques éthiques qui font ça, tandis que les banques standards, aussitôt que tu as placé tes sous là, le coffre-fort est fermé, puis ils en font absolument tout ce qu'ils veulent. Puis la plupart du temps, ils investissent dans ce qui rapporte le plus, c'est-à-dire les pires cochonneries, les ventes d'armes et compagnie.